Bonjour à toutes et tous. Hello everyone. Je me présente rapidement. Mon nom est Mira Levasseur-Moreau. Je suis membre de la Première Nation des Inuits d'Espit. Je me retrouve présentement sur un territoire non cédé des Premières Nations qui ont occupé cette terre depuis les temps immémoriaux. Je serai l'animatrice de cette conférence de presse virtuelle qui porte sur une décision déterminante et majeure du Tribunal canadien des droits de la personne en matière de sécurité publique des Premières Nations. Quelques informations importantes d'usage. La présente conférence de presse est enregistrée en différé. Tous les intervenants sont invités à s'adresser aux médias dans la langue de leur choix. Il n'y a pas, malheureusement, de traduction simultanée car la conférence de presse virtuelle est diffusée sur les médias sociaux. Toutefois, comme à l'habitude, le communiqué de presse est diffusé dans les deux langues. Il y aura une période de questions à la fin et nous demandons aux participants de fermer leur caméra, sauf pour les intervenants, bien entendu. Alors, je vous présente les trois invités qui prendront la parole lors de cette conférence de presse. En premier, il y aura M. Gilbert Dominique, chef de la Première Nation des Pequot-Camulnach. En deuxième, M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Et en troisième, M. Pierre Simard, directeur général de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec. Et veuillez noter que d'autres intervenants seront aussi disponibles pour répondre entièrement ou en partie à des questions au besoin. Notons la présence de M. Mathieu Launière, directeur de la sécurité publique de Mashteuiatsh, et Maître Benoît Amiot, qui est l'avocat principal au dossier. Alors, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue et je nous souhaite une excellente conférence de presse. J'invite maintenant M. Gilbert Dominique, chef de la Première Nation des Pequot-Camulnach, à prendre la parole. À vous, chef Dominique. Mira Kwei Notabenchiek, merci bien entendu d'être avec nous cet après-midi pour une importante annonce entourant un dossier que nous avons porté au Tribunal canadien des droits de la personne. Alors, une importante décision touchant la discrimination envers les Pequot-Camulnach et les corps de police autochtones a été rendue par le Tribunal canadien des droits de la personne. C'est qui explique bien sûr pourquoi nous sommes réunis virtuellement cet après-midi. La décision rendue confirme la discrimination dans le financement des services policiers des Premières Nations, dont la nôtre. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer le contexte dans lequel une plainte a été déposée au tribunal. Au courant des dernières années, la pérennité de notre service de police a été menacée à maintes reprises par les démarches administratives qui entouraient son financement. Le programme des services de police des Premières Nations, administré par Sécurité publique Canada, ne nous permettait pas de couvrir les dépenses réelles de notre sécurité publique afin de répondre à un minimum de services. Pourtant, notre corps de police ont les mêmes missions et responsabilités, pouvoirs en vertu de la loi de la police du Québec. Le sous-financement a eu de nombreuses répercussions sur le fonctionnement de notre sécurité publique. Équipements opérationnels inexistants ou désuets, effectifs insuffisants pour contrer les enjeux liés à notre réalité sociale, écart salarial qui s'est creusé, bien entendu, entre nos policiers et les policiers des services non autochtones, et des déficits opérationnels importants qui s'accumulaient au fil des années. En 2016, notre poste de police a frôlé la fermeture parce qu'un déficit de 1,6 million de dollars s'était accumulé. Heureusement, les services ont été maintenus, mais la pression de perdre notre sécurité publique était toujours présente puisque notre communauté devait constamment renégocier des ententes de financement qui étaient de courte durée. Après plusieurs démarches infructueuses afin de recevoir un financement adéquat, j'ai déposé au nom de ma Première Nation, celle des Pequot-Camulnach, une plainte au Tribunal canadien des droits de la personne, dénonçant le sous-financement des services policiers des Premières Nations. Ce sous-financement ne permettait pas à la sécurité publique de Mashteuiatsh de répondre aux objectifs du programme de Sécurité publique Canada
et créée par le fait même de la discrimination. Le tribunal a tenu une audience virtuelle de 5 jours en décembre 2020 afin de déterminer uniquement si oui ou non il y avait de la discrimination quant au financement de notre corps de police. La décision du tribunal est claire. La plainte était fondée et la mise en œuvre du programme perpétuait la discrimination existante chez les peuples autochtones. Il s'agit d'une décision importante pour les Pequot-Guillemets-Nuts, mais également pour l'ensemble des Premières Nations à travers le pays. La discrimination systémique est présente et confirmée par le Tribunal des droits de la personne. Les gouvernements doivent agir et mettre en œuvre de réelles actions afin d'enrayer cette discrimination. Maintenant que la décision est rendue, nous attendons, bien entendu, pardonnez-moi, impatiemment la deuxième audience du tribunal qui déterminera quelles seront les réparations. Nous espérons que ces réparations se traduisent notamment par un changement dans la méthode de financement afin d'assurer la pérennité de notre sécurité publique et pour pouvoir offrir des services policiers égaux aux autres instances policières. La discrimination doit cesser et notre poste de police doit perdurer. En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce résultat important. Je veux reconnaître la contribution de Mesdames Lucie Germain, Valérie Tremblay, Dany Bonneau-Gill et de Monsieur Simon Vanier, ainsi que Maître Amiotte et son équipe de Cœur-la-Mare, en plus des employés de notre organisation qui ont été impliqués, bien entendu, de plus les élus qui se sont succédés depuis 2006 et particulièrement le chef Clifford Moore. Un grand merci pour votre engagement et détermination. Maintenant, j'invite le chef de l'Assemblée des Premières Nations, le chef Ghislain Picard, à prendre la parole. Je laisse maintenant. Quei non temecce qua nigana da qua tipo hogada no skamo no tmogaji besnugo di mon cha hobriani ji witman tande hotnamani monchka hagat. Merci à tous et merci particulièrement au chef Gilbert Dominique pour sa présentation. C'est une journée importante. En fait, lundi était une journée importante avec cette décision du Tribunal canadien des droits de la personne. Et je veux saluer la détermination de la communauté de Mashtuyash, de Pequot-Guillemets-Nuts, Tawigan, dans ce dossier-là. Et je m'en voudrais de ne pas souligner la présence avec nous aujourd'hui du chef Lance Heyman de Kibawek First Nation, de la nation algonquine. Certainly want to acknowledge the presence with us today of Chief Lance Heyman, who is also the portfolio holder on public safety for the Assembly of First Nations, Quebec and Labrador. Je veux également reconnaître la présence de M. Simard, qui est le directeur général de l'Association des chefs de police des Premières Nations et Inuits, et évidemment la présence de M. Launière, qui est directeur de la sécurité publique pour la communauté de Mashtuyash. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que chef, oui, de la PNQL, de l'Assemblée des Premières Nations, mais aussi en tant que porteur du dossier sécurité publique au niveau national au sein de l'Assemblée des Premières Nations, un dossier qui inclut également toutes les questions relatives à la justice, un dossier que je partage avec mon collègue de la Colombie-Britannique, le chef régional Terry Teegee. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador tient d'abord à souligner la grande résilience, mais surtout la détermination des Pequot-Guillemets-Nuts d'avoir mené tous les efforts nécessaires à faire valoir et à réussir à prouver le caractère discriminatoire dans le mode de financement par le Canada des services de sécurité publique de Mashtuyash.
Alors que la question de la sécurité publique continue de se retrouver au sommet des priorités des chefs de la PNQL, c'est avec fierté que la PNQL souhaite souligner cette victoire importante de Pierre-Gormy Inuts de Wigan dans une longue bataille juridique menée depuis 2016. D'ailleurs, il y a près de 6 ans maintenant, on s'était présenté devant les collègues des médias de l'époque pour annoncer le dépôt de cette plainte, mais aussi pour insister sur le fait que la communauté avait dû prendre une décision douloureuse, mais aussi inévitable, de mettre la clé dans la porte de son service de police. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas nulle part ailleurs. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Donc, la décision du tribunal lundi dernier arrive au constat que les Premières Nations ont plusieurs fois fait valoir. Elle confirme que les gouvernements ont lamentablement échoué dans le financement pour soutenir les services policiers des Premières Nations. Les gouvernements fédéral et provincial doivent prendre acte de cette décision et prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer cette injustice. La sécurité et la protection de nos populations ne doivent jamais être compromises. This decision by the Canadian Human Rights Tribunal comes to the same conclusions that we, as First Nations, have presented so many times over. It confirms that governments have totally failed in providing the necessary funding to sustain our policing services within our First Nation communities. Both Canada and Quebec have to look at this decision and take the necessary measures to repair this flagrant injustice. The security and the protection of our peoples should never be compromised. Je parlais de résilience plus tôt. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 6 ans plus tard, alors qu'on tenait une conférence de presse pour confirmer le dépôt de cette plainte aujourd'hui, de cette plainte il y a 6 ans. Aujourd'hui, nous savons avec certitude, grâce à la détermination des Pierre-Gormy Inuts, que ce financement est discriminatoire à l'endroit des Premières Nations. Je m'en voudrais de ne pas souligner notre passage devant la Commission Vien au printemps de 2018 pour faire valoir cette injustice devant le juge Vien. Et à ce moment-là, le juge Vien s'était permis de formuler une recommandation précise suite à notre passage pour notamment insister sur l'urgence et la nécessité d'assurer à nos services policiers une pérennité au niveau de son financement. D'ailleurs, dans son rapport déposé en septembre 2019, le juge Vien a également fait part d'au moins 13 appels à l'action touchant les services policiers de façon générale, dont plusieurs touchent nos services policiers de nos communautés. I would remiss not to go back to the number of representations we've made over the years. And I remember, along with chiefs, going to the Hill in Ottawa to protest back in 2011, back in 2013, to essentially make the same arguments that Master Yash has done before the the Canadian Human Rights Tribunal, with very little success, if any. I remember under the Harper government back in 2013 that the minister at the time, Minister Tays, had agreed, had listened to us, met with us, and the only action that he took was to renew the program, which was a total failure. So I think we need to be mindful of that as well. And what would happen if overnight the SQ, Sûreté du Québec, or the RCMP were to say to us, well, we got no more money, so we can't provide that service. I mean, it would be scandalous in this country to be faced with a situation like that. Yet, it seems to be acceptable when it comes to our peoples. And I just want to refer to the words by Chief Dominic earlier, saying that our policing services are responsible to apply the law the same as any other police service. Why should they ensure it
with less means. I think it needs to be made. That point needs to be made. It needs to be understood. And I believe that the Canadian Human Rights Tribunal base its decision on that very fact. Donc, en terminant, je me permettrais peut-être d'ajouter un point extrêmement important. On est avec le gouvernement de M. Trudeau depuis 2015. On a toujours insisté sur le fait que la sécurité publique au sein de nos Premières Nations doit être une priorité. Je l'ai moi-même soumis plusieurs fois au ministre de l'époque, M. Goodale, et on s'attend à ce que le gouvernement fédéral puisse donner suite à sa volonté, maintes fois exprimée, d'encadrer par une loi que les services policiers des Premières Nations sont aussi des services essentiels. So in closing, I would like to add that we're certainly going to be pushing again the federal government and the province that there needs to be a legislative framework that will ensure that First Nation policing services are essential services as much as any other police service in the country. Merci beaucoup. Maintenant, thank you. Oh, j'aimerais inviter, excusez, j'aimerais inviter M. Simard à nous faire part de quelques commentaires également. Désolé. Merci beaucoup, chef Picard. Bonjour, mon nom est Pierre Simard. J'assume la direction générale de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec. Dans le fond, notre association regroupe les 22 corps de police autochtones du Québec et notre mission première est bien sûr de représenter en une seule voix nos 22 corps de police qui assurent la sécurité publique dans nos communautés. Je tiens à préciser que notre président, M. Sean Duluth, s'excuse de ne pouvoir participer à cette conférence. Malheureusement, il est retenu comme témoin en commission parlementaire. Alors, pour faire suite au discours de du chef de Gilbert Dominique et chef Picard, bien évidemment, il n'y a rien qui pouvait mieux résumer la situation du financement des services policiers que l'exposé de nos deux chefs. La décision rendue à l'égard de Mashtayach décrit une réalité qui est similaire, je vous dirais, en tout point avec la réalité globale de la majorité de nos corps de police, membres de notre association. La notion de reconnaissance dont faisait mention le chef Picard de nos services de police comme service essentiel est au centre de nos enjeux, car de cette notion de service essentiel vient le financement qui y correspond. Alors, nos communautés, comme le disait si bien le chef Picard, nos communautés méritent le même niveau de service, les mêmes outils, les mêmes possibilités que les communautés non autochtones. Une victime dans une communauté ou un crime commis dans une communauté devrait pouvoir bénéficier du même soutien, des mêmes outils qu'en territoire non autochtone. Encore une fois, comme le chef Picard l'a très bien décrit, nos 22 corps de police autochtones sont assujettis à des ententes tripartites. La partie du financement qui appartient au fédéral est de l'ordre de 52 % et l'autre partie de 48 est du niveau provincial. Ce contexte-là, qui a l'air banal, crée un flou, une ambiguïté qui provoque une danse de tango qui nous place toujours dans une position où chaque palier gouvernemental se renvoie la balle, à savoir de quelle juridiction et compagnie. Alors, ça, c'est une contrainte qui teinte la réalité des services de police de notre association. Alors, les communautés ont besoin d'une police locale. Elles ont besoin que leur police soit à leur image et à l'image de leur communauté, qu'elles puissent bénéficier d'un financement qui est nécessaire et cohérent avec leur contexte et leurs besoins. Alors, je vous remercie. Je céderai maintenant la parole au chef Lance Amon de Québec. Oh, je m'excuse, mais le chef Heyman ne devait pas prendre la parole. J'avais fait des corrections. Je m'excuse. OK, non, c'est bon. Alors, merci
beaucoup à tous les intervenants qui ont pris la parole, chef Dominique, chef Picard, Monsieur Simard, afin de nous avoir présenté le contexte et surtout la décision charnière là, du Tribunal canadien des droits de la personne. Si vous voulez bien, on enchaînerait avec la période de questions. Alors, en plus des intervenants qui ont pris la parole, je le répète, sachez qu'il y a aussi 2 autres spécialistes qui peuvent répondre aux questions. Vous pouvez activer vos caméras, Maître Amiot et Monsieur Launière. Alors, j'inviterai les représentants des médias à lever leurs mains ou à poser leurs questions dans la section de la discussion ou du chat. Je demande également aux représentants des médias de premièrement, vous présenter le média que vous représentez, préciser à qui s'adresse la question et il y a une limite évidemment d'une question et d'une sous-question par personne. La question est posée dans la langue de votre choix et je vérifie à l'instant s'il y a des journalistes participants par téléphone. S'il n'y en a pas qui se manifestent, nous allons débuter avec, je vois que Madame Valérie Fortin a la main levée. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Valérie Fortin, journaliste à TVA. Donc, vous avez fait mention, notamment, entre autres, tout à l'heure, M. Dominique, d'une réparation que vous réclamez, justement, réparation là, pour les dommages au cours des dernières années. À combien, justement, vous évaluez le montant, l'ampleur des réparations à l'heure où l'on se parle? Je vous avouerai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire là, ces évaluations-là, mais il y a assurément des objectifs. Sur le plan financier, on est, comme on le mentionnait à l'époque, nous étions déficitaires d'1,6 million. Donc, nous, on va s'attendre, bien sûr, là, que ce soit hautement considéré, plus les frais encourus par notre démarche, visant, bien sûr, à faire reconnaître là, cette discrimination. Mais plus important encore, c'est le futur qui nous inspire, qui nous anime. Donc, on va souhaiter que dans le futur, effectivement, là, les ajustements nécessaires au mode de financement dans le programme soient, bien sûr, là, ajustés et qu'on garantisse au niveau des Premières Nations une équité dans le résultat. À combien ça a coûté justement pour la communauté de Maastrichtière mener cette importante bataille-là? Je vous dirais que je n'ai pas en main là, et en mémoire là, ces données-là. C'est assurément là, plusieurs dizaines de milliers de dollars que la communauté là, a investi dans ce processus. Mais pour nous, c'était assurément important parce que le service considéré comme étant essentiel de la sécurité publique, c'est fondamental pour une Première Nation comme la nôtre. Donc, pour la préserver, il fallait défendre nos droits, puis on a cru bon d'investir effectivement là, ces montants-là. Merci, chef Dominique et Madame Fortin. Nous allons enchaîner avec Madame Lorraine McCallum, CBC News. À vous, Madame McCallum. Oui, bonjour. Hello. Thank you. A couple of questions. First of all, and this is not really a question, but I'd like you to, for the sake of my radio voice, pronounce the name of your community for me. Prononcer la communauté. Alors, la communauté, c'est la communauté de Maastrichtière. Oui. Et notre Première Nation, c'est la Première Nation des Piekwagamie-Illinots. OK, encore une fois. Maastrichtière. Oui. Et Piekwagamie-Illinots. OK, merci. OK, là, ma question. In English, if you don't mind. I just want to know when your police station, what was the impact on the community realistically when it was running out of money and it almost had to close? What were some of the services that you couldn't provide? Je pourrais tenter. Ghislain, si tu veux. En fait, l'anglais est très mauvais, là. Oui, je n'allais pas répondre pour la communauté, chef Gilbert, mais
c'est quoi la question, c'est de savoir un peu c'est quoi le type de service que la communauté se permet de fournir. Vous pouvez répondre en français, chef. OK. Alors, au niveau des types de services que la communauté fournit, c'est ça ou? OK, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui manquait comme du côté de la communauté quand vous étiez prêt à fermer le poste de police parce que vous n'avez pas assez d'argent? Qu'est-ce qui n'a pas été fourni à la communauté? Qu'est-ce qui manquait pour la communauté? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en situation de violence, qui n'étaient pas protégés? Est-ce que vous avez des exemples? OK, ouais. Non, notre corps de police a toujours, bien sûr, là, assumé pleinement sa responsabilité là, première, c'est celle d'assurer la sécurité là, au niveau de la communauté. Mais la charge administrative entourant là, de s'assurer d'offrir adéquatement des salaires adéquats à nos policiers, comparables à nos voisins, OK, c'était une chose. Donc, pour nous, je vous dirais que dans les années 2000, l'arbitre, c'est 2016, 2017, dans ce coin-là, il y a eu un arbitre qui est venu, bien sûr, rendre une décision inévitable chez nous que nous devions appliquer. Je pense que c'est un montant de 800 000 là, que nous avons dû là, absorber à même nos états financiers pour les années là, à laquelle là, on n'avait pas, là, si l'on veut, là, offert une grille salariale adéquate. Okay? Donc, on a cette réalité-là. Donc, l'enjeu salarial était omniprésent, bien entendu. Plus que ça, en termes d'équipement, okay? Donc, on avait des équipements qui dataient d'un certain temps, défectueux. Nous n'étions pas capables là, de renouveler, bien sûr, là, certains là, équipements matériels, opérationnels là, pour nos services de police. Il y a eu des ajustements au niveau des besoins en matière d'infrastructure également. Donc, tout ça, c'était bien sûr causé par le fait qu'on n'avait pas un financement à la hauteur des besoins administratifs pour mettre en opération un corps de police, là, puis je vous dirais, ce n'était pas comparable là, à nos voisins. Donc, c'est les éléments là, qui ont engendré notre démarche, mais inévitablement, comme gouvernement responsable de Premières Nations, on avait bien sûr à cœur d'assurer la sécurité publique de notre population. Donc, à contre-cœur, on disait, bon, on va investir à partir de nos fonds autonomes pour combler la différence parce qu'on n'avait pas d'autres financements. Donc, on va investir dans nos avoirs pour pouvoir financer la différence. Puis, on espérait là, faire entendre raison au gouvernement pour s'assurer qu'il y a un traitement équitable là, dans la formule de financement. Mais je vous dirais là, que ça a été peine perdue à chaque fois. What I may add to this is I think people have to understand that this is a federal program that dates back to the early 90s. And the only provisions that the program provides is for communities to negotiate on a 2-3 year basis. And you would never see that with any other police force or service in the country. And I think that's a point to be made. And I know he probably could explain it even better than I, but I know Chief Heyman has provided examples in the past before the Bien Commission. And one other example is that we train, or communities train their police officers. The police officer goes to the community just to really spend maybe a period up to 6 months, and then they move on to another police force, be it DSQ or municipal police, because they have a better salary. So the communities cannot compete with the packages that other police services offer. So that's discrimination right there. So I think there are many other examples that communities could provide. That's an interesting point. And while I still have you, my follow-up question, can you tell us if this decision is binding and what impact it will have on other Indigenous police forces in Canada?
Well, I think the decision could, have the potential of impacting all police services across the country. It's really dependent on how governments will react to it. And based on the previous experience, we know that Canada could be quick in, reacting to delay any process of reforming, the First Nation policing program overall. And that's really what the concern would be at this point in time. And be sure that Quebec and Canada are speaking about this decision as we're speaking to you today. And that's probably, something that we wouldn't be surprised with. But in terms of the fact that it is binding, remember that there was a previous decision by the CHRT, which concerned the discrimination faced by Indigenous children in care, and that decision was rendered in just about the same time as this complaint was presented to the tribunal, and it took right up till the holidays passed for Canada to finally agree that for a settlement out of court. So it's going to take a long time, but I will maybe turn to Maître Amiot to provide maybe more clarity in terms of whether the decision is binding or not. Vous répétez en français, s'il vous plaît? Oui, parfait, merci. Alors, effectivement, la décision, elle est exécutoire. Donc, elle lie le Canada. Le Canada va être obligé d'y répondre. Et dans les faits, l'impact va se mesurer vraiment à la deuxième étape que le chef Dominique faisait référence, c'est-à-dire au niveau de la réparation. Alors, pour l'instant, c'est vraiment une déclaration de discrimination, de responsabilité quant à la discrimination. Mais quand va arriver le temps de convenir des modèles de réparation, des formes de réparation, à ce moment-là, les décisions qui seront rendues en l'absence d'entente vont être exécutoires, vont lier le Canada. In English, please. Yeah, so I was saying that now it is decision on the fault. So being discrimination here in the case, but at the second step, the second level, about reparation and compensation. So it will be binding for Canada. So if we cannot agree on any reparation or compensation, we could receive order from the tribunal. That would be binding. Merci beaucoup, Maître Amiot et Chef Picard, Chef Dominique, d'avoir répondu aux questions de Mme McCarlin en anglais et en français. Maintenant, je passerai à la prochaine question de M. Claude Bouchard, Radio-Canada. À vous, M. Bouchard. Oui, allô, c'est Claude Bouchard, je suis une femme, il n'y a pas de problème. Pardon, c'était vous. Parfait. Alors, donc, quand on dit que la décision, elle est exécutoire, je voulais comprendre, est-ce qu'elle est exécutoire seulement pour la communauté de Mashteuiatsi ou est-ce qu'elle sera exécutoire pour tous les services de police dans toutes les Premières Nations au Canada? Parce que pour le moment, ça semble être seulement pour Mashteuiatsi. Excusez-moi. Alors, ça a un impact sur qui exactement? Oui, moi, j'inviterais peut-être Maître Amiot de nous partager là, les éléments juridiques entourant cette question-là. Oui, parfait. Alors, d'un point de vue strictement légal, la situation actuelle vise uniquement la communauté de Mashteuiatsi, soit la Première Nation des Pequawgamie-Inuits. Par contre, il faut comprendre que la situation est exactement la même pour toutes les communautés au travers le pays qui sont assujetties au même régime, ce qui fait que, à mon avis, le Canada n'aura pas d'autre solution que de regarder les réparations sous une forme globale pour l'ensemble des communautés du pays, pas seulement pour la Première Nation des Pequawgamie-Inuits, Tequagan, la Première Nation des Pequawgamie-Inuits.
D'ailleurs, on a un exemple récemment auquel le chef Picard faisait référence concernant les services de soutien à l'enfance. Donc, même si c'était un cas qui avait été amené devant les tribunaux, la décision ou la solution a été amenée de façon globale. Et l'étape 2, dans le fond, l'étape de réparation, ça va arriver quand? Il n'y a pas de date d'audition de fixée. Donc, on va attendre une convocation du tribunal qui, espérons, va arriver au cours du printemps. Merci. Merci, Mme Bouchard, pour la question et Maître Amiot pour la réponse. À ce stade-ci, je passerai la parole à M. Jean-Louis Bordelot, le devoir. Oui, nous, Jean-Louis Bordelot, voilà. En fait, ma question s'adresse au chef Picard. Je crois que vous avez le point de vue plus global parce qu'on comprend que les problèmes de financement apportent des problèmes sur le terrain, mais pouvez-vous détailler un peu les conséquences de ce mauvais financement dans d'autres communautés au Québec? Comment ça se répercute pour les services aux citoyens? Ben, écoutez, on ne sera sûrement pas à court d'exemples, mais ce que j'avançais un peu plus tôt pour votre collègue en anglais, c'est qu'il y a des communautés qui, évidemment, la question de la promotion de services policiers comme une profession s'avère un défi de taille au départ. Après ça, il y a, lorsqu'on réussit à recruter des personnes, il y a la formation. Et la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que la personne formée va intégrer un service policier, soit dans sa communauté ou dans une autre communauté de Première Nation, et va parfaire sa formation au travail. Et jusqu'au moment où il va peut-être être attiré par un autre service policier ailleurs, municipal, provincial, fédéral, parce que les avantages sont nettement beaucoup plus élevés que ce que la communauté est en mesure d'offrir. Donc, la communauté n'est pas compétitive au niveau des bénéfices qu'elle peut donner, ou l'assurance de travail même qu'elle peut donner au niveau de la communauté, parce que les individus sont placés devant des choix, là. Quand tu as une entente de 2 ans ou 3 ans, bien, ça veut dire que c'est associé à cette garantie-là d'emploi, alors que ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres services policiers. Et ça, c'est sans compter les lacunes au niveau des infrastructures. Je me souviens, il y a quelques années, un ministre qui avait rendu visite à un service, à une communauté, fait une tournée de la communauté, incluant le service, le bâtiment qui héberge les services policiers. Le service de sécurité du ministre lui a dit, ben, entrez pas, c'est trop dangereux. Donc, il y a nécessairement des lacunes, déficiences au niveau de l'infrastructure également. Le chef Dominique y référait un peu plus tôt. Pas la pérennité, mais la précarité au niveau des infrastructures est nettement un problème aussi. Mais je pense que l'origine de la plainte, c'est vraiment l'écart au niveau de la capacité de la communauté de pouvoir être compétitive avec les autres services policiers. Et le point qui mérite d'être, sur lequel on se doit d'insister aujourd'hui, c'est si la communauté ou les nations, les Premières Nations, ont une responsabilité équivalente aux autres services policiers en termes de sécurité publique, protection, sécurité, pourquoi elles doivent l'assurer avec des moyens beaucoup moins importants que les autres services policiers. C'est ça qui importe de bien saisir ici. Et je pense que c'est une injustice totale, la discrimination, comme le concluait le tribunal canadien. Très bien. Puis, vous disiez que Québec a quand même une part importante de la responsabilité du financement, un peu moins que 50%. Quel est justement ce rôle du gouvernement provincial dans la décision? Est-ce qu'il fait partie de l'équation ou c'est davantage un problème qui va concerner Ottawa? Ben, moi, je peux avancer une réponse, puis j'invite certainement le chef Dominique à en faire autant. Mais pour moi, c'est que
La formule, je pense que M. Simard en parlait tantôt, c'est une formule tripartite, hein, fédéral, province et la Première Nation. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les deux gouvernements fédéral et provincial se parlent et gèrent ensemble un service de police, alors que la troisième partie n'est pas nécessairement présente à ces discussions-là. Ça, c'est un élément important. Mais ceci dit, en raison du contexte tripartite, c'est clair à nos yeux que le gouvernement du Québec a aussi voix au chapitre ici. On a fait des représentations devant les deux gouvernements à plus d'une occasion. Notre passage devant la commission vient au printemps de 2018. Les commentaires étaient ciblés finalement aux administrateurs des ententes, là, autant le fédéral que le gouvernement du Québec. Donc, c'est clair pour moi que parce que ça touche le financement, parce qu'il y a une contribution pas égale, mais complémentaire des deux gouvernements. Pour moi, c'est très clair que les deux gouvernements sont interpellés ici. Oui, j'ajouterais également un élément qui est aberrant, OK, puis qu'il y a bien sûr des professionnels, là, autant du Québec que du fédéral, lorsqu'ils ont été en audience, ont émis quelques commentaires qui, en tout cas, personnellement, me laissaient là, perplexe sur l'attitude des gouvernements. On a là un programme, on a là, bien sûr, dans nos communautés, un service de base, un service essentiel pour assurer la sécurité là, efficiente là, de l'ensemble de nos communautés, bien sûr. Et le programme était bâti en fonction d'un financement identifié, d'une enveloppe budgétaire identifiée, et non en fonction des besoins. Donc, la décision des programmes des administrateurs était bâtie là, en fonction d'une enveloppe qui tentait de distribuer là, à l'ensemble des Premières Nations, mais il ne fallait pas dépasser, bien sûr, cette enveloppe-là. Donc, inévitablement, tandis que quand on regarde les autres corps de police à travers le pays, c'est certainement pas là, le même processus de par l'importance, bien sûr, que revêt la sécurité public au sein de l'ensemble des municipalités, y compris les Premières Nations. Donc, on avait deux façons de gérer, bien sûr, là, le financement envers les Premières Nations, bien sûr, puis une autre façon là, envers les citoyens canadiens. Donc, c'est une aberration totale. Donc, il va falloir, bien sûr, que des ajustements là, soient apportés au niveau du programme pour s'assurer qu'il y a une équité là, au niveau du financement. Si je peux me permettre, là, c'est parce que la réponse du chef Dominique m'amène aussi à un autre constat. C'est que le programme existe depuis le début des années 90. Et déjà, dans ces années-là, les chefs de police, même un certain nombre de chefs, avaient conclu que le programme était voué à l'échec. Et ultimement, et la question se pose autant du côté fédéral que du côté de la province, est-ce qu'il n'y a pas là, ici, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être des questions sérieuses à être posées au niveau des gouvernements? Est-ce qu'il y a une volonté politique réelle pour que nos services policiers soient à la hauteur des autres services policiers? Donc, je pense que quelque part, bien, ça vient mettre un peu beaucoup de sable là, dans l'engrenage, si on veut, par rapport à la capacité de nos services policiers d'être équivalents à tout autre service de police. Est-ce qu'ici, les gouvernements sont prêts? D'ailleurs, on a eu des discussions là-dessus avec le gouvernement du Québec, Mme Guilbeault, M. Lafrenière, puis c'est des questions qu'on a posées pour lesquelles on est toujours en attente de réponses claires. Est-ce qu'il y a une volonté réelle que nos services policiers soient équivalents à ce qui existe ailleurs ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt un objectif non avoué que finalement, il y a toujours une limite dans nos capacités au niveau de la sécurité publique? Complètement. Merci beaucoup, M. Bordelot, pour vos questions et chef Dominique et chef Picard pour les réponses. Est-ce que, à ce point-ci, d'autres intervenants auraient voulu ajouter aux questions de M. Bordelot? Sinon, je passerai
la parole à M. Frédéric Lacroix-Couture de la presse canadienne. À vous, M. Lacroix-Couture. Oui, bonjour, merci. C'est ça, ma question est peut-être davantage pour Maître Ami. Je veux savoir, est-ce que le fédéral a la possibilité de contester le jugement, la décision du tribunal, de faire appel de la décision? Oui, effectivement, selon la loi, le gouvernement possède un délai de 30 jours pour faire ce qu'on appelle une révision, demander une révision de la décision. Parfait, merci. Et ma deuxième question était pour peut-être plus pour le chef Dominique. Je ne suis pas certain si vous en avez fait mention plus tôt dans la conférence de presse, mais quelle est la situation financière à l'heure actuelle du corps policier de la communauté? Oui, bien, actuellement, on a un financement là, qui a été ajusté. OK, donc, il y a eu une formule de rattrapage de quelques années, je vous dirais. Donc, on a un financement là, qui avoisine les 2 millions à ce moment-ci. Donc, on a encore, bon, on arrive bien sûr, là, malgré qu'on a encore des dilemmes là, en matière de matériel, d'équipement et occasionnellement là, de ressources humaines, de policiers. On réussit là, à assurer un équilibre là, actuellement. OK? Donc, on demeure toujours fragile sur le plan financier, mais je vous dirais qu'on est stable là, pour le moment à cet égard. Merci. Merci, M. Lacroix-Couture. Je vois qu'il nous reste encore du temps et nous avons des questions dans la section de la conversation. Madame Claude Bouchard pose la question suivante. Le financement actuel du corps de police de la communauté de Maastricht vient à échéance à quel moment? Je peux diriger la question vers vous, chef Dominique? Oui, oui, on a une entente jusqu'en 2003. Donc, c'est toujours, puis ça fait partie d'une des problématiques, c'est toujours de courte échéance, ce genre d'entente. Donc, pour nous, ça vient à échéance en mars 2023. Merci. Merci, Mme Bouchard. Merci, chef Dominique. Il y a également Mme McCallum qui demande c'est quoi l'écart de salaire entre un policier de la SQ et un policier de Maastricht? Je n'inviterai M. Simard à répondre en live au lieu que dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Oui, je vais lancer mon confrère, M. Launière, parce que la question semblait toucher plus spécifiquement Maastricht, mais je vous dirais que globalement, il y a des salaires qui sont au moins le double, sinon plus, là, par rapport à, je parle de salaire au double pour la SQ, et sans compter les avantages sociaux. Alors évidemment, en plus, il faut être conscient que présentement, la tendance est à l'embauche de multiculturalisme. Alors, il y a une attraction incroyable, il y a beaucoup de recrutement agressif envers les membres des communautés. Alors, il n'y a pas de concurrence, entre guillemets, équitable pour être capable de retenir nos membres, comme l'expliquait si bien M. Picard et M. Gilbert. Merci, M. Simard. Oh, Est-ce que monsieur... On pourrait peut-être apporter quelques précisions au niveau de la communauté. OK? Donc, nous, on a un corps de police qui est syndiqué. Donc, on a eu l'occasion de s'entendre à quelques intervalles au cours des dernières années sur une grille salariale là, qui convenait. On a fait un certain rattrapage de façon importante au cours de ces années là, par rapport à la moyenne là, sur le plan de la province. Donc, on s'en approche, je vous dirais. C'est sûr qu'on a fort probablement encore de bonnes discussions à avoir avec nos employés. Mais on a assurément diminué l'écart parce qu'il y a peut-être une douzaine d'années, là, on était là un peu là, comme dans la situation de plusieurs Premières Nations à travers le Québec où les salaires, là, il y avait un écart là, astronomique. Ce que je peux peut-être juste ajouter comme complément, là, sans vouloir rendre le tout confus, mais à l'époque de la plainte, et on me corrigera ici, mais il me semble qu'on avait déterminé une moyenne là, quant à
je vais appeler ça la valeur d'un policier autochtone par rapport à des policiers non autochtones, et il y avait un écart d'à peu près 50 à 60 000 là, par individu. Et ça inclut salaire, avantages sociaux, l'équipement, tout ce qui fait en sorte, tout ce qui accompagne finalement la responsabilité d'être un policier autochtone. Donc, il y avait un écart important, là, en tout cas dans ces années-là. Oui, absolument. C'est ce que nous avions adressé là, au gouvernement pour avoir une compréhension de cet écart-là. Puis à l'époque, là, chef Picard, vous le mentionnez, on était autour de 50 000 facilement. Donc, un policier SQ, par exemple, valait, lorsqu'on construit un corps de police là, dans un milieu régional au Québec, 150 000 par policier, puis autour de 100 000 par policier pour un corps de police de Première Nation. Pourtant, c'est la même loi de la police du Québec. On a les mêmes responsabilités, les mêmes pouvoirs, la même mission. Donc, c'était incompréhensible. Puis, on n'a jamais été capable d'avoir des réponses sur la formule de financement. Si vous me permettez, Benoît Amiotte, si vous me permettez de préciser un point, effectivement, les chiffres donnés par le chef Dominique, chef Picard sont effectivement exacts. Un autre problème, au-delà du coût moyen par policier, c'est aussi le nombre de policiers qui sont financés. Parce que les ententes prévoient le nombre de policiers financés, lesquels sont insuffisants aux yeux des communautés. Alors, donc, ce n'est pas seulement le coût moyen par policier, mais même le nombre de policiers qui est problématique, nombre de policiers reconnus, financés. Merci, Maître Amiotte, chef Dominique et chef Picard. J'inviterai M. Simard à compléter. Je crois que vous avez votre main levée. Oui, dans le fond, toujours pour le même sujet, ce que je voulais expliquer, c'est présentement, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun paramètre qui balise les salaires dans les différentes communautés. Alors, contrairement aux services de police nationaux, provinciaux et municipaux, il n'y a pas de comparaison. Fait que présentement, le chef de police qui est engagé négocie avec son conseil de bande, puis les paramètres sont flous. Il n'y a pas de comparaison avec des paramètres fixes, à savoir, tu as tant d'effectifs, tu as telle particularité d'étendue de territoire avec telle complexité. Malheureusement, ça ne fait pas partie des critères établis pour l'instant. Merci, M. Simard. Je vois qu'on a encore un peu de temps. On pourrait prendre une autre question de M. Jean-Louis Bordelot, du Devoir. À vous. Oui, bonjour. C'est ça, c'est une question pour M. Simard, parce que, est-ce que je me trompe, ou les besoins de formation sont aussi différents? Le besoin d'apprendre la réalité des communautés demande une formation peut-être un peu plus importante pour les policiers qui entrent dans les corps policiers autochtones? Phénomène extrêmement important et essentiel de comprendre les réalités et les enjeux. Vous comprendrez que les réalités spécifiques à une communauté sont propres à elle. Évidemment que cet aspect-là est très, très, très important. Je reviendrai aussi sur l'élément mentionné par M. Picard tantôt. On parle d'exemple, de plus bel exemple récent de la pandémie. Avec des effectifs limités, comme il l'expliquait tantôt, imaginez-vous quand on avait certaines communautés qui étaient affectées, leur personnel était affecté au-delà de 40 à 50 %. On venait de fragiliser et vulnérabiliser le contexte de sécurité, la sécurité publique de la communauté. Si on l'a vécu, c'est des phénomènes qui malheureusement touchent nos communautés. Et pour ce qui est de la formation, vous l'avez bien dit, c'est un incontournable. Merci. Merci, M. Simard, pour votre réponse. M. Bordelot, aviez-vous une sous-question? Non, pardon, j'ai juste oublié d'enlever ma main. Merci. Oh, Maître Amiotte, voulez-vous intervenir à ce moment-ci? Comme il reste un petit peu de temps, il y a quelques questions sur les lacunes pouvant être amenées par le manque de financement dans la décision. On fait référence aux lacunes qui ont été démontrées devant le tribunal. Alors, pour donner des exemples, là, à Mashtoyats, pendant la période visée par la plainte, on parle d'équipements désuets, on parle d'alcotests qui ne sont plus fonctionnels, faisant en sorte que les policiers doivent sortir de la communauté pour aller à l'extérieur. Ce qui laisse un déficit de couverture. On parle de formation
désuètes, des policiers ne pouvant pas bénéficier de formation mise à jour. Donc, des cas aussi simples que le cinémomètre, le radar, qui ne peut pas être utilisé par les policiers parce qu'il n'y a aucun policier qui a reçu sa formation de mise à jour. Donc, ce n'est pas la situation actuellement, mais c'est des situations qu'on a connues dans les dernières années. Alors, c'est des situations très, très de base. Les terminaux informatiques, tous les véhicules automobiles policiers au Québec bénéficient de terminaux informatiques qui permettent aux policiers d'avoir l'information pertinente lorsqu'ils arrivent sur une scène. Malheureusement, dans la grande majorité des communautés, telles que Mashteuiatsi, on n'est pas en mesure d'avoir ces terminaux pour des raisons de coût, ce qui met en danger la sécurité des policiers lorsqu'ils interviennent, ce qui rend les communications difficiles. Donc, ce sont des exemples qui ont été démontrés devant le tribunal. Merci, Maître Amiot. Est-ce que d'autres interventions à ce moment-ci? Il nous reste un peu de temps, peut-être quelques minutes, 3 minutes. On a à l'instant même Madame Claude Bouchard de Radio-Canada qui souhaiterait enchaîner. Pardon, une fois de plus. À vous. Il n'y a pas de problème. Quand on parlait un peu plus tôt qu'il devait y avoir un projet de loi fédéral qui fait suite à cette décision-là, qui est importante selon vous, on espère ça quand? Parce que ça peut être très long, là, ce genre de procédure-là. On espère quoi et quand, dans le fond? Oui, bien, merci beaucoup. Je peux tenter une réponse parce que déjà, là, on parlait de cette urgence-là en 2015, lorsque M. Trudeau est arrivé au pouvoir dans cette année-là. On avait un processus politique qui engageait la grande majorité des ministres de son cabinet, incluant M. Goodale à l'époque. Donc, on avait fait valoir dans ces années-là même la nécessité que nos services policiers soient reconnus comme étant un service essentiel. Ça a été un peu plus clair au cours des 2 dernières années. Hein, et entre-temps, on a changé de ministre et on a fait valoir les mêmes demandes depuis. On a encore besoin de rencontrer le nouveau ministre qui est M. Mendicino pour essayer de voir où il se situe par rapport à ce projet-là, mais on s'active sur le plan national. On a un groupe de travail sur lequel le chef Lance Simon siège d'ailleurs à titre de représentant pour notre région. Donc, on a des réunions périodiques là, depuis, je dirais, les 10 derniers mois, ralentis un peu par la dernière élection fédérale. Et à votre question, il y a 2 mois, 3 mois avant l'élection, on regardait un peu l'horizon de l'automne 2022 pour un projet de loi. Pour reconnaître les services policiers autochtones comme un service essentiel. Il faudra voir maintenant si c'est toujours réaliste, mais c'est clair qu'avec la décision rendue par le tribunal lundi, on va continuer à frapper aux portes des ministres impliqués pour s'assurer que la cadence va toujours être au rendez-vous. Je pense que ça indique définitivement une urgence ici. Merci. Merci, chef Picard. Merci pour votre question, Mme Bouchard. A-t-on le temps maintenant? Je vois le temps, 14h30. A-t-on le temps pour une dernière question de la part de Mme McCollum? Oui, une petite dernière. Juste la décision du tribunal, est-ce qu'on va avoir accès? Comment est-ce qu'on peut avoir accès? Pour le regarder et le lire. Oui, je peux répondre. Mm-hmm. La décision actuellement n'est pas encore rendue ou accessible sur le site web du tribunal. Je présume qu'elle va l'être dans les prochains jours et dans les 2 langues. Pour l'instant, la décision est quand même publique et a été transmise aux parties en français et peut très bien être communiquée. Là. Mais elle devrait être rendue disponible, je présume, dans les prochains jours via le site web du tribunal. Mais comme on est des journalistes et on peut vous transmettre la décision sans problème. OK, excellent, merci. Merci beaucoup, Mme McCollum et Maître Amiot pour la réponse.
Alors, nous arrivons à la fin de la période de questions. Avant de conclure cette conférence de presse, j'aimerais évidemment remercier tous les intervenants ainsi que les représentants des médias, toutes les équipes de travail. Est-ce que chef Dominique ou chef Picard, vous aimeriez offrir un mot de la fin avant de conclure? Ben, en terminant, ben, un grand merci là, pour vous tous qui avez pris le temps d'être avec nous pour, bien sûr, là, assister à cette présentation. Une décision qui va assurément marquer un point de départ dans la question de la pérennité de nos services policiers au sein de nos Premières Nations et qui va assurément inciter les gouvernements à ajuster le tir par le biais du programme, des programmes qu'ils développent, et plus encore de s'assurer de combattre la discrimination qui, encore une fois, là, est à plusieurs niveaux dans les systèmes là, des différents gouvernements. Bien, très, très brièvement, j'aimerais aussi remercier tout le monde qui a pris part à cette réaction aujourd'hui de notre part suivant la décision du Tribunal canadien des droits de la personne. Et en particulier, évidemment, les chefs Heyman et chef Dominique également, et les personnes qui ont soutenu la démarche depuis 2016, l'association, les chefs de police également, après leur présence aujourd'hui, leur soutien tout au long du processus. Ce qui est important sans doute de relever ici, c'est que une des raisons qui a poussé la communauté à déposer une plainte officiellement devant le Tribunal canadien des droits de la personne, c'est qu'il y avait très, très clairement dans l'esprit du chef Dominique et des leaders de l'époque matière pour une décision du tribunal, parce qu'il y avait nettement discrimination. Donc, je pense que c'est l'aspect positif avec la décision aujourd'hui, mais en insistant sur le fait aussi que je pense que tout le monde conviendra que la protection, la sécurité est un droit humain fondamental. Et pourquoi il serait moins important lorsqu'il s'agit de nos populations, de nos communautés? Je pense que c'est le point important qui mérite d'être relevé ici. So I just want to say thank you to the leadership, Chief Heyman as a portfolio holder, Chief Dominic for making the decision 6 years ago to table this complaint. And I think what needs to be said is really, protection and safety should be a very fundamental and basic human right. And why should it be different when it comes to our peoples? I think that's the point to be made here, and that's the point that needs to be understood by governments. Merci. Thank you. Merci, chef Picard. Merci, chef Dominique, pour le mot de la fin. Très, très, très bonne conférence de presse. Merci à tous et toutes. Alors, Chinashkumitin, on peut dire que c'est la fin de la conférence de presse.